Il est plus grand que moi. Tout à l'heure, j'ai essayé. Le voile n'est pas... Messieurs les ambassadeurs d'Argentine, de Bolivie, d'Espagne, du Paraguay, du Uruguay, ainsi que les représentants des autres pays présents ce soir, messieurs les représentants du ministère des Affaires étrangères, mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents de France-Amérique, de l'Ordre de Malte, de la Société des Cincinnati, de la Société des Fils de la Révolution américaine, chers cousins, argentins, espagnols, français, chers amis. Il y a 210 ans, le 16 janvier 1807, quelques mois après l'éclatante victoire de la reconquête de Buenos Aires, les Anglais débarquent de nouveau en Amérique du Sud, à 10 km de Montevideo, et s'apprêtent à prendre la ville. Le 3 février, après de sévères combats urbains qui ont coûté 2000 hommes aux envahisseurs, et malgré ces formidables fortifications qui symbolisaient toute la puissance de l'Espagne, la ville tombe. Les Anglais, venus en nombre, s'apprêtent à prendre tout le continent. 7 mois plus tôt, un de leurs meilleurs régiments, le 71e Highlander, commandé par le fameux général Beresford, futur duc d'Evoas et maréchal du Portugal, qui sera l'un des artisans de la chute de Napoléon, a subi une défaite humiliante face à quelques centaines d'hommes commandés par un officier de second rang, le capitaine de vaisseau Jacques de Liniers. Nommé brigadier général et investi de tous les pouvoirs militaires dans la vice-royauté à la suite de cette incroyable victoire, Liniers n'a depuis qu'une seule préoccupation, préparer la défense de la colonie contre l'inévitable retour en force des armées britanniques. Il faut dire qu'alors, vu l'état des soldats dont il dispose, environ 2000 soldats, plus ou moins bien formés, et sans l'aide possible de l'Espagne, cette défense est quasi sans espoir. Il lui revient alors de se souvenir du siège de Gibraltar pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, où 700 soldats anglais surmotivés avaient tenu tête à une armée de 40 000 hommes appuyés par les plus formidables forteresses flottantes jamais conçues. Et il persiste à croire à l'impossible. Il va donc actionner tous les leviers à sa disposition pour convertir un peuple pacifique de négociants, cultivateurs et riches propriétaires en un peuple guerrier. Pour ce faire, il va armer tous les hommes de 5 à 50 ans, en créant des corps urbains, décision que les vice-rois successifs avaient toujours refusée par crainte d'une révolution. Par son énergie insatiable, son humanisme, son enthousiasme communicatif et son sens de la stratégie militaire, il parviendra ainsi à fédérer et à faire fraterniser des couches de la population ô combien disparates et à créer une véritable armée qui sera capable de s'opposer et finalement de vaincre ce qui a été alors considéré comme la meilleure armée du monde. Dans la mise en place de cette armée, il s'appuie sur tous les habitants de la colonie, y intégrant même les populations d'origine indienne, dont il avait su, lors de son séjour comme gouverneur de mission, entre 1802 et 1805, acquérir la confiance des chefs, ce que nul autre administrateur ou officier espagnol n'aurait pu faire. Ces méthodes de commandement sont peu communes pour cette époque et pourraient être qualifiées aujourd'hui de profondément démocratiques. Il fait par exemple élire les cadres de son armée. Un officier britannique lui reprochera d'ailleurs de traiter ses subalternes et toutes ses relations sur un pied d'égalité. Ainsi, sous son impulsion, entre août 1806 et juillet 1807, est né un véritable peuple argentin qui a été en mesure de repousser les armées britanniques et qui, par la suite, rassuré par cette capacité à se défendre tout seul, s'est petit à petit dirigé vers l'indépendance. La première étape pour ce peuple nouvellement fédéré a été, comme vous le savez, de destituer le vice-roi Sobremonte et de choisir un nouveau vice-roi en la personne de leur fédérateur, Liniers. Choix finalement ratifié par le roi Charles IV d'Espagne. Ce fait est un fait unique dans l'histoire des colonies espagnoles. D'une part, parce qu'il a été choisi par le peuple, d'autre part,
parce que c'est encore un étranger, bien qu'il serve comme officier dans l'armée espagnole, de par le pacte d'alliance entre les Bourbons. Cette qualité de Français, Napoléon, qui a des vues sur l'Amérique du Sud, en a pleinement conscience, comme le montre une lettre que lui adressa Jacques de Linières, le maréchal Murat, en mai 1809. « Monsieur le vice-roi, vous avez peut-être déjà appris les événements d'Aranjuez. Je donne l'ordre à mes ministres de vous en faire connaître les résultats. La défense de Buenos Aires vous a comblé de gloire, et je suis persuadé que vous soutiendrez la belle réputation que vous êtes acquise si ces implacables ennemis de tout ce qui n'est pas anglais venaient encore à faire une tentative contre vous. Le roi Charles IV m'a nommé lieutenant général dans son royaume. Je désire trouver des occasions de vous donner des preuves de l'estime que vous m'inspirez comme Français et comme militaire. L'empereur me charge de vous assurer de toute la sienne. » Cette qualité de Français sera utilisée par ses ennemis du clan espagnol pour arriver à le faire destituer en 1809. Alors que, comme cela a été incontestablement établi, il a fermement refusé les avances de l'empereur transmises par son émissaire, le marquis de Sassenet, pour rester fidèle au peuple argentin et au serment qu'il avait prononcé devant Dieu au roi d'Espagne. Paradoxalement, en 1810, lorsqu'il reçut dans sa retraite d'Alta Gracia de manière quasi simultanée deux demandes, l'une émanant de son successeur, le vice-roi Balthazar de Cisneros, lui donnant les pleins pouvoirs pour rétablir le pouvoir monarchique contesté par la mise en place d'une junte, l'autre venant précisément de cette junte et de son président, son ancien compagnon d'armes et ami, Cornelio Saavedra, qui, lui rappelant le traitement injuste dont il avait été victime, lui offrait la tête de l'armée. Malgré toute l'amitié qu'il avait pour ces hommes qui menaient la rébellion, dont faisaient d'ailleurs partie ses beaux-frères, Manuel de Zaratea, futur gouverneur de Buenos Aires, et José de Zaratea, qui plus tard contribua à financer l'expédition des Andes, il fut guidé par son sens de l'honneur, par sa foi, et il choisit de rester loyal au serment fait devant Dieu et de continuer à servir la couronne espagnole et sa patrie d'adoption. Craignant son immense popularité, la junte, qui voulait éviter à tout prix son retour dans Buenos Aires, réussit à l'arrêter après avoir organisé le sabordage de son armée et le fit fusiller sans procès au Mont des Perroquets le 16 août 1810. Avant de mourir, refusant d'avoir les yeux bandés, il demanda son rosaire, qu'il passa à ses doigts et prononça. « Nous mourrons sous les coups de la junte, fiers de notre fidélité au roi et à la patrie. » L'article, paru dans le Times de 17 décembre 1810, écrit par un commerçant britannique vivant en Amérique du Sud, témoigne bien de l'attachement porté par le peuple argentin à celui qui, en quelque sorte, avait participé de manière déterminante à leur naissance en tant que peuple. Quand arriva ici la fatale nouvelle de l'exécution du général Liniers et des chefs de son parti, la tristesse mélancolique qui se répandit immédiatement sur Buenos Aires fut générale et impressionnante. Chaque visage dépeignait la plus grande et la plus sincère affliction. Je ne me rappelle jamais d'avoir été témoin d'un chagrin aussi général. La mort d'un Fox, d'un Pitt ou même d'un Nelson produisit à peine le même effet en Angleterre. Tout le temps où j'ai vécu en Amérique du Sud, je n'ai jamais entendu le moindre individu dénigrer le caractère de Liniers. Au contraire, ses vertus privées, que j'ai toujours entendu louer au plus haut degré, et si grande était l'estime qu'il avait à peine un ennemi, malgré le malheureux parti qu'il prit récemment. Il est clair que beaucoup de reproches lui ont été faits sur le parti qu'il a pris en faveur de la couronne. Issu d'une famille de noblesse féodale, chevalier de Malte, c'est une sorte, dit le marquis de Sassenet, de guerrier du Moyen-Âge. Il était inconcevable pour lui de se départir de sa parole donnée qui, selon sa conception, a équivalé à une trahison. Un autre choix l'aurait certainement porté au sommet de la gloire. Comme témoin de la popularité qu'il avait acquise, il aurait pu devenir un Saint-Martin ou un Bolivar, mais son sens de l'honneur, sa fidélité à sa parole et sa foi, jugées décalées par certains, l'ont fait tomber pendant plus de 200 ans dans les oubliettes de l'histoire. Pourtant, je pense qu'il est injuste de lui retirer son rôle essentiel dans la naissance de la nation argentine.
et par suite de toutes les autres nations d'Amérique du Sud. D'ailleurs, fin stratège militaire, s'il avait vraiment voulu lutter contre cette naissance, serait-il resté à Cordoba plutôt que d'aller réunir dans le Haut-Pérou toutes les forces encore royales au roi d'Espagne pour aller ensuite reprendre Buenos Aires? Ne voulant pas verser le sang de ses amis, il repoussa donc ce plan, qui était le seul qui avait des chances de réussir. Au moment de son arrestation, les baïonnettes pointaient contre lui, il prononça les mots étonnants « c'est bien », montrant ainsi sa résignation à vouloir laisser les choses avancer, mais ne voulant pas y participer pour ne pas trahir son honneur au prix de sa vie. Avec 210 ans de recul, il me semble que les pays dont les territoires constituaient la vice-royauté du Rio de la Plata ont aujourd'hui parfaitement conscience de ce qu'ils lui doivent. Et je suis très honoré que tous ces pays aient accepté de venir lui rendre cet hommage en étant présents ce soir à la cérémonie de dévoilement de son buste à France-Amérique. Messieurs, Mesdames, les ambassadeurs d'Argentine, de Bolivie, d'Espagne, du Paraguay, du Uruguay, ainsi que les représentants des autres pays présents ce soir, au nom de tous les descendants de ce grand héros des Amériques, argentin, espagnol et français, permettez-moi de vous adresser tous nos remerciements pour la reconnaissance que vous lui témoignez ce soir. Merci aussi à Jacques Marzac pour son livre « Mourir pour Buenos Aires » qui vient de paraître aux éditions La Découvrance et qui va rendre accessible aux Français la vie extraordinaire, pleine de rebondissements de ce Français. Né à Niort en 1753, page du grand maître de l'ordre de Malte à 12 ans, brillant officier de l'Armada pendant les guerres d'indépendance d'Amérique. Devenu, grâce à son courage, ses qualités d'audace et d'organisation et son charisme, l'enfant chéri de toute une population et le vice-roi d'un immense pays, le Rio de la Plata, qui comprenait des territoires appartenant aujourd'hui à l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, partiellement le sud du Pérou, le nord du Chili et le sud du Brésil. Viva el Conquistador, viva Liniers.